Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture. Je vais vous présenter donc 3 romans et une BD que j'ai lu cette semaine. Ça a été une bonne semaine de lecture. J'ai eu de très très bonnes lectures. Avant toute chose, je voudrais absolument vous remercier de l'accueil que vous avez fait au TAC de l'angoisse. Qui a eu un succès retentissant sur la chaîne. J'ai fait plus de 300 vues avec cette vidéo. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont venus à la suite de ce tag. J'espère que vous trouverez chaussures à votre pied et que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne avec le contenu que je vous propose. Donc sans plus attendre, je vais commencer ce point lecture avec une lecture que je ne peux pas vous présenter en physique étant donné que je l'ai prêtée à une de mes collègues hier. Je suis allée au bureau hier, donc du coup je lui ai prêté parce que j'étais absolument convaincue que cette lecture lui plairait, mais je vais vous mettre ici sa couverture. Il s'agit de L'Ange de Munich de Fabiano Massimi, publié aux éditions Albin Michel, que j'ai lu en lecture commune avec les copines Lisa et Caro, dont je vous mettrai le lien des chaînes en barre d'infos. Alors, c'est une lecture que nous avons toutes les trois complètement adorée. Pourtant, le sujet portait pas non plus à ce qu'on soit complètement enjaillé. Néanmoins, ça a fait le job. Alors, L'Ange de Munich, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire. On commence avec un meurtre, enfin, une mort. Une jeune fille est retrouvée morte dans une pièce fermée de l'intérieur. Donc, avec à côté d'elle un pistolet, un enquêteur est dépêché sur place. Les premiers éléments de l'enquête concluent à un suicide, mais ça aurait pu s'arrêter là, mais quand on connaît l'identité de la victime, du coup les enquêteurs ont décidé de creuser un chouïa plus, parce que la victime n'est nulle autre que la nièce d'Adolf Hitler. Elle s'appelait Angela Rebel, dite Geli. Elle était le rayon de soleil de son oncle. Il ne jurait que par elle. Il paraît qu'il s'illuminait quand elle était près de lui. Et sa mort l'a beaucoup affecté. Et alors, il s'agit d'un fait réel. L'auteur a pris ce fait réel et a imaginé une histoire, a imaginé quelle aurait pu être la vérité sur la mort de Geli, car à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas réellement ce qui s'est passé. Alors, l'auteur Fabiano Massimi a pris un personnage qui a réellement existé, à savoir le commissaire Sauer, qui a réellement enquêté sur la mort de Geli Rebel à l'époque. Et il lui a inventé une histoire, il lui a inventé un coéquipier, et il a imaginé l'enquête qu'il a pu mener à l'époque. Et j'avoue que le duo d'enquêteurs fonctionnait très très bien, car dans leur dialogue, il y avait un espèce de jeu de ping-pong. Il y en avait un qui faisait un peu le ronchon, l'autre qui faisait le joyeux luron, enfin bref. Ils se complétaient complètement, ces deux-là. Il y avait même pas mal d'humour. J'ai même été assez surprise que les deux personnages fassent preuve d'humour dans leur dialogue. Et bien évidemment, on rencontre les grands noms du nazisme que l'on rencontrera pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors Hitler, évidemment, Himmler, Goebbels, enfin bref. Tous ces joyeux lurons qui ont fait passer des années noires à l'Europe et au monde entier. Et l'auteur a pris le parti de faire intervenir Hitler lui-même dans l'histoire. Il le fait parler, il le fait interagir avec les personnages. Et ça fait bizarre, ça fait vachement bizarre de l'entendre parler, en fait. On ne pensait pas non plus avoir un dialogue avec Pépère, hein, mais bon, on l'a eu. Et en fait, je ne pensais pas adhérer aussi vite à cette histoire. J'ai lu les 100 premières pages sans m'en rendre compte. Le style est hyper fluide, hyper actuel. C'est absolument pas difficile de compréhension. Vous pouvez vous jeter la tête la première
dans ce roman, c'est une enquête policière, oui, mais sur fond de réalité historique, ce qui donne quand même un petit plus à cette histoire. Voilà, c'est de mener tambour battant. Les enquêteurs suivent une piste, et là, patatras, il y a un rebondissement qui font suivre une autre piste. Voilà, l'enquête forcément ne s'est pas déroulée non plus de la manière la plus simple qui soit, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait quand même le parti nationaliste qui chapeautait cette affaire. Au début, on avait quand même demandé aux enquêteurs d'enquêter, de boucler l'enquête en 8 heures, c'est-à-dire en une seule journée de travail, ce qui est quand même un petit peu compliqué, surtout quand le suicide n'est peut-être pas un suicide, mais un meurtre qui a été maquillé en suicide. J'ai vraiment eu une super lecture. Il y a peut-être juste la seule petite chose que je pourrais reprocher à ce roman, c'est la multitude de rebondissements dans les 3-4 derniers chapitres. C'était peut-être un chouïa trop. Parce que tous les rebondissements qui ont eu lieu dans ce roman étaient savamment dosés. Voilà, il se passait quand même quelques chapitres avant qu'il y ait, je vous dis, un rebondissement. Les enquêteurs avaient le temps de suivre une piste pour en changer suite à un nouveau rebondissement. Et là, dans les 3-4 derniers chapitres, c'est bim, 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 bim. Du coup, le pauvre commissaire Sawyer est un petit peu assommé par toutes ces révélations, et le lecteur aussi. Hein. Nous, j'avoue, le pauvre, il est pas sorti de l'auberge, hein, quand même. Enfin, en tout cas, c'est vraiment alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très, très, très bonne lecture. Du coup, je me suis empressée de le prêter à une de mes collègues parce que j'étais quasiment certaine à 100% qu'elle allait adorer cette histoire. C'est très fluide, le style est très fluide. Voilà, dès que vous ouvrez le roman, vous êtes complètement plongé dedans, et l'auteur a su retranscrire l'ambiance qu'il y avait à Munich à cette époque-là, en 1931, bien avant qu'Hitler prenne l'ampleur qu'on lui connaît. Et franchement, c'est une vraiment super bonne lecture pour les aficionados d'une bonne enquête policière et ceux qui apprécient énormément la réalité historique dans les romans. Je vous conseille fortement cette lecture de L'Ange de Munich. Alors ensuite, complètement autre chose, je vais vous parler de Voix d'extinction de Sophie Hénoff, paru aux éditions Albin Michel également. Je ne suis pas sponsorisée par Albin Michel pour ce point lecture, je tiens quand même à le préciser. Alors, Voix d'extinction. Alors, Sophie Hénoff, je la connais, je la suis depuis ses tout premiers romans avec sa série avec le commissaire Capestan. Sa série avec les poulets grillés. Cette série, voilà, c'est une brigade d'enquêteurs faite avec tous les laissés pour compte, tous les bras cassés d'un commissariat. Et on a chargé le commissaire Capestan de monter une équipe avec tous ces bras cassés, et ils arrivent quand même à résoudre des enquêtes qui n'avaient jusqu'à maintenant pas trouvé de solution. Alors, il y a poulet grillé, il y a resté groupé, et le dernier, je ne sais plus, il est dans la bibliothèque, je vais aller vous le chercher. Voilà. Et le petit dernier, arrêt d'essai, le retour des poulets grillés. Je vous conseille réellement cette série de romans policiers. Franchement, cette équipe de bras cassés est absolument attachante. Tous les membres sont absolument attachants, et voilà, les enquêtes se suivent. Voilà, les enquêtes révolutionnent pas le genre, mais rien que pour les personnages et l'humour qu'il y a là-dedans, c'est un pur régal. Et du coup, quand j'ai vu que Sophie Hénoff sortait un nouveau roman, forcément, je me suis jetée dessus. Vous me connaissez, je suis faible. Et quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, oula, ça promet, ça va envoyer du pâté. Et franchement, j'ai pas été déçue, parce que ici, on se trouve en l'an de grâce 2031. Quasiment
toutes les espèces animales sont en voie de disparition. Il est grand temps de faire quelque chose. Un scientifique, prix Nobel, a décidé d'écrire un traité qui, dans le meilleur des cas, devrait être ratifié par toutes les nations afin de préserver les espèces animales restantes. Et donc, il réunit tout ce petit monde dans le sud de la France, dans un magnifique complexe hôtelier. Et pendant une semaine, ils vont discuter de ce fameux traité pour pouvoir le voter le dernier jour. Sauf que rien ne va se passer exactement comme prévu, et Dieu, ou plutôt devrais-je dire déesse, parce qu'ici, Dieu est une femme, et elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente du tout de ce qui se passe sur Terre. Et donc, elle appelle le responsable de la cause animale là-haut, à savoir Noé. Et je peux vous dire que Noé passe un sale quart d'heure. Au début de ce roman, il se fait copieusement sonner les cloches par la patronne. Elle l'engueule comme du poisson pourri en lui disant « Mais c'est n'importe quoi, c'est quand même la 6e extinction de masse, qu'est-ce que t'as branlé, Noé ?» Donc Noé, un petit peu piteux, voire complètement péteux, regarde le bout de ses pompes, et DS lui somme de trouver une solution pour que ce traité soit ratifié et que les espèces animales soient sauvées. Donc, il va avoir l'idée, certains diront saugrenue, de transformer des animaux en humains afin que ceux-ci portent la bonne parole animale et essayent de convaincre les humains du bien fondé de ce traité. Donc, il va transformer un cochon, un dalmatien, un chat siamois et un gorille en humains et va les envoyer sur Terre afin d'aider les humains à ratifier ce fameux traité. Et là, on part dans une comédie complètement loufoque, parce que forcément, c'est bien gentil de transformer des animaux en humains, mais ils ont quand même leur instinct animal en eux, et forcément, rien ne va se passer comme prévu, ils vont agir bien que de façade ils soient humains comme vous et moi, ils gardent quand même leur instinct animal. Et ça va donner des situations complètement loufoques. Quand on voit le dalmatien qui fait 3 fois le tour de lui-même pour jouer avec l'étiquette de son pantalon, en plein séminaire, avec des chefs d'État, ça peut paraître peu loufoque quand même. Et en lisant ce roman, ça m'a clairement fait penser à La ferme aux animaux de George Orwell. Mais là, on est quand même dans une ferme aux animaux complètement différente en version 2.0. Et c'est absolument... C'est très très bien fait, c'est bourré d'humour. Et là, je crois qu'une de mes scènes préférées, c'est la scène où ils sont tous pétés comme des... où ils sont tous bourrés. Ils sont complètement beurrés comme des petits lus. Et je peux vous dire que 4 animaux complètement pétés, ça vaut son pesant de cacahuètes. Tout ça pour vous dire que on a quand même eu une fable, une satire, une critique de notre société actuelle sur les grands lobbies qui permettent, qui continuent l'incitation à la déforestation, au massacre des animaux, au massacre, à l'exploitation abusive de toutes les ressources de notre planète. C'est un cri d'alarme écologique et aussi une bonne critique satire du pouvoir de l'argent. Mais c'est très très drôle. J'aime beaucoup le ton de cette autrice qui est journaliste au magazine Cosmopolitan. Et franchement, je vous encourage à lire tous ses romans, mais celui-ci, franchement, c'est très très drôle. C'est un one shot. Et ça va vous faire passer un excellent moment si vous aimez l'humour et si vous avez à cœur la cause animale, bien évidemment. Vous ne regarderez plus jamais votre chien ou votre chat de la même manière. Croyez-moi. Alors, autre lecture que j'ai faite du coup sur ma liseuse, mais que je ne peux pas vous montrer la couverture. Donc du coup,
je vous la mettrai ici. Il s'agit du dernier roman de Karen Pont, La lumière était si pas faite, paru aux éditions Fleuve Éditions. Il est paru jeudi dernier, le 15 avril. Et donc, je l'ai lu pile poil pour sa sortie. J'ai découvert les romans de Karen Pont l'année dernière avec son dernier roman qui s'appelait Et ton cœur qui bat. J'avais beaucoup aimé ces romans feel good, ces comédies romantiques. Voilà, ça passe tout seul, le style est très fluide et Karen Pont a quand même l'avantage de créer des personnages auxquels on s'attache tout de suite. Et ici, dans son dernier roman, on fait la connaissance de Meg, qui est une quadra, hein, dans la fleur de l'âge. Elle est maman au foyer, elle élève sa fille Lali de 16 ans et son petit garçon Malone de 10 ans. Elle tient la maison, voilà, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe des activités des enfants, elle s'occupe des écoles, d'aller les chercher à l'école, elle gère toutes les ce qu'ils appellent dans le roman les contingences domestiques, c'est des choses qui me font absolument bondir. Et pendant ce temps-là, son mari, lui, a un poste à grosse responsabilité dans une entreprise, il travaille beaucoup, il part tôt le matin, il rentre tard le soir, enfin bref, c'est elle qui tient les rênes de la maison, et depuis quelque temps, ça devient pour elle très très compliqué de gérer son quotidien, à tel point qu'elle est obligée de tout noter dans un carnet pour faire ce qu'on appelle des to-do list. Elle prévoit tout un certain nombre de choses à faire dans sa journée et c'est très très compliqué pour elle d'arriver au bout de cette liste. Déjà, arriver à se lever le matin, ça devient un sacerdoce et tout le quotidien lui pèse. Elle se met à pleurer pour un oui ou pour un non. Pour vous dire, elle se met à pleurer devant la publicité de Carglass. Carglass repasse, Carglass remplace. Bon, vous imaginez un petit peu dans l'état de nerfs où se trouve Meg. Il faut savoir aussi que émotionnellement, c'est très compliqué pour elle car elle vient de perdre sa maman emportée par une crise cardiaque 6 mois auparavant. Et donc, en plus de ses journées bien remplies, elle doit aussi vider la maison de sa maman en vue de la louer. Et donc, un après-midi, avec sa voisine et meilleure amie Romy, elle va commencer à vider le grenier de la maison de sa maman et elle va découvrir une pellicule. Une pellicule photo qui n'a jamais été développée. Alors évidemment, à l'ère du numérique, ça fait un peu sourire, mais poussée un petit peu par son amie, elle va développer cette pellicule persuadée de trouver des photos de ses parents ou des photos d'elle avec ses enfants. Et quelle n'est pas sa surprise en découvrant sa mère avec un autre homme. Et là va se jouer dans sa tête quelque chose. Ça va être un déclic pour elle. Elle va décider d'entreprendre un voyage pour retourner sur les lieux où ont été prises ces photos pour découvrir qui est cet homme. Alors évidemment, quand elle annonce ça à son mari, mais maudit, comment je vais faire comment je vais faire pour jongler avec mon boulot et la maison, tu te rends pas compte, je suis très très pris, ça rentre pas dans mon planning. Alors bon, ils vont s'engueuler parce que évidemment ici Karen Pont dénonce un peu la condition de la femme au foyer. La femme au foyer est encore à l'heure actuelle vue comme une femme qui n'a pas de métier. Elle est à la maison, voilà, de quoi qu'elle se plaint. Elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe de la cuisine, elle fait les courses. De quoi elle se plaint, elle est chez elle. C'est pas un boulot. Non. On est merde au 21e siècle. Être femme au foyer, c'est un métier comme un autre. Effectivement, on est à la maison, mais malgré tout, élever des enfants et tenir une maison, c'est un métier. Même s'il n'est pas reconnu par le ministère du Travail, c'est quand même un métier. Et là, Meg, elle pète complètement un plomb. Et ce voyage, pour elle, va être salutaire, va lui donner cette bouffée d'air frais, cette bouffée d'air frais qui lui manque tant dans son quotidien. Et elle va entreprendre ce voyage avec sa meilleure amie Romy, et elle va emmener également sa fille, Lali, de 16 ans, avec qui elle a énormément de mal à communiquer, les joies de l'adolescence.
Et elle se dit que ce voyage va lui permettre de passer plus de temps avec sa fille et donc essayer de renouer le lien avec elle. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce de road trip en Italie, vers de la France, en passant par l'Italie vers la Bulgarie. Voilà, on passe dans le faste dans le faste de l'Italie, cette Italie festive, cette Italie de luxe, les virées shopping des filles, hein, franchement. Vivement qu'on puisse revoyager pour pouvoir se retaper des délires comme ça, parce que franchement, qu'est-ce que ça manque, qu'est-ce que ça manque. Et évidemment, l'arrivée en Bulgarie va remuer Meg, évidemment. Et voilà, je me suis attachée à Romy surtout, je me suis attachée à sa meilleure amie et voisine complètement excentrique, mais tellement solaire. Elle dégage une lumière, une fraîcheur, elle a un humour. Elle a un humour à toute épreuve et pourtant la vie n'a pas été facile pour elle non plus. Je vous laisserai découvrir pourquoi dans le roman. Je me suis énormément attachée à elle et à Rex. Alors, contre toute attente, Rex, ne vous imaginez pas un gros machin plein de poils. Non, imaginez-vous plutôt un petit truc comme ça, ou comme ça. C'est un Yorkshire, Rex. Et en plus de ça, c'est une fille. Ça m'a beaucoup fait rire d'imaginer une femelle Yorkshire qui se fait dénommer Rex. C'était très très drôle. Il y a beaucoup de moments d'humour dans ce roman, mais il y a aussi énormément d'émotions. J'avoue qu'il y a une scène, quasiment à la fin du livre. Je l'ai lu et pouf, c'est monté d'un coup. J'ai fini la lecture de la page, c'était tout brouillé, mais je comprenais pas pourquoi, mais pop, tout est monté d'un coup. L'émotion est venue d'un coup. C'est ce que j'aime aussi dans les romans de Karen Pond, c'est que elle arrive à vous cueillir au détour d'une phrase, au détour d'un mot, et je trouve que c'est très très beau. C'est très très. Je sais pas comment elle fait, mais enfin, qu'elle continue à faire comme ça, parce que franchement, c'est un bonheur de lecture quand le lecteur se fait cueillir comme ça à la suite d'une phrase. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire faite de. Voilà, on a beau idéaliser nos parents, ils ont aussi leur vie à eux. Ce ne sont pas spécialement que des parents, qu'une mère, qu'un père. Ce sont aussi des hommes et des femmes qui aiment, qui souffrent, mais qui ont une vie à eux. Et des fois, c'est compliqué de faire la part des choses, nous, enfants, entre la vie de nos parents et leur vie d'hommes et de femmes. Et ce roman le montre très bien, arriver à faire la distinction entre les deux. Enfin, c'est beau, on voyage, on rit, on pleure et on apprend à réfléchir aussi sur notre propre parcours. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec les romans de Karen Pont. Ils sont très émouvants, très, très beaux, et j'avoue que ça se déguste comme une petite gourmandise qui ne fait pas mal au tour de taille, sachons-le, ce qui est relativement important maintenant. Hein. Vous pouvez déguster les romans de Karen Pond sans craindre le regard noir de votre balance. Franchement, ce sont de très très beaux romans. Moi, pour l'instant, j'en ai lu que 2, mais les 2 que j'ai lus m'ont énormément plu. Je vous conseille vivement la lecture de ces romans à consommer sans modération. Et franchement, à l'époque où on vit maintenant, ça fait énormément de bien de lire des romans qui font du bien. Enfin, je vais vous parler d'une BD, hein, que je vous mettrai la couverture ici aussi. Il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, La Pommade de Fée de Carbone, et les autres, je sais plus, pardon, excusez-moi. C'est un service presse numérique que j'ai eu par NetGalley. C'est paru aux éditions Dupuis. On raconte l'histoire dans cette BD d'Elina, qui est une jeune fille de 14 ans, je crois, 14-15 ans, je crois, qui va visiter sa grand-mère à l'hôpital. La pauvre femme s'est cassé le col du fémur.
Et avec sa maman, elle lui apporte 2-3 bricoles pour qu'elle se sente bien à l'hôpital. Et en allant à l'hôpital, la grand-mère, voilà, elle lui apporte une fleur qu'elle a cueillie dans son jardin. Et la grand-mère, quand elle voit cette fleur, elle dit « Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose de grave ». Et elle devient très très agitée. Alors évidemment, la maman d'Elina va tout de suite chercher une infirmière, parce qu'elle commence à tenir des propos complètement incohérents. Il faut absolument les sauver, mais il s'est passé quelque chose de grave, il faut absolument aller les sauver. Et du coup, seule avec sa petite fille, elle va lui raconter qu'elle est la sentinelle du petit peuple et qu'il s'est passé quelque chose de grave. La fleur qu'elle lui a apportée est un message de détresse, un SOS. Et elle va confier à sa petite fille la recette de la pommade de fée qui, en l'appliquant sur ses paupières, permet de voir le petit peuple, à savoir les fées, les ondines, qui nous entourent, mais qu'avec nos yeux d'humains, on ne les voit pas toujours. Et donc, du coup, bon, Elina ne veut pas contrarier sa grand-mère, elle retourne donc chez elle, se trouve au grenier, trouve le fameux grimoire, commence à préparer sa petite mixture, s'applique la pommade sur les paupières, et là, aux surprises, elle se retrouve entourée de petites fées, de petits elfes, et ils vont lui expliquer que l'ondine a disparu et qu'il faut absolument la retrouver, et elle va les aider à retrouver cette ondine. Et du coup, elle va se découvrir des pouvoirs de sentinelle également. Elle va prendre la suite de sa grand-mère. Donc tout l'idée va être le parcours d'Elina à la découverte de ses pouvoirs, à la découverte également de ce petit peuple. Et j'ai beaucoup aimé cette première histoire, j'ai beaucoup aimé la qualité des dessins. Alors, je trouve que c'est quand même un tome assez introductif. Voilà, on découvre le petit peuple, on découvre ce que peut être une sentinelle, et sur voilà, le moyen de voir ce petit peuple. Alors évidemment, la maman d'Elina est complètement hermétique à ce genre de choses. Elle ne croit pas du tout aux élucubrations de sa mère, et essaye de décourager sa fille de ne pas rentrer dans le jeu de sa grand-mère, et de ne pas l'encourager à croire à ce genre de bêtises, parce que pour elle, sa maman commence à devenir un petit peu sénile. Et la question se pose de ne pas la renvoyer chez elle, mais de l'envoyer dans une maison de retraite. Donc la suite de l'histoire va être d'éviter à cette pauvre grand-mère d'aller dans une maison de retraite, je pense, et donc du coup d'autres aventures avec le petit peuple. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé Lina, qui, malgré son côté adolescent, garde quand même cette croyance en la magie, en des êtres fabuleux que sont les fées, les ondines, les elfes. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et du coup, je pense que je lirai la suite quand elle sortira. Je vous conseille cette BD. Ça peut être lu par les enfants, par les ados, par les adultes. C'est très très bon public, c'est tout public. Et je vous encourage vivement à découvrir le premier tome de cette BD. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Il y a quasiment une demi-heure de rush. Bouf, j'ai été bavarde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des petits pouces en l'air, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.